Bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va parler handball ce soir avec notre chroniqueur handball Mickaël Boucher. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités de La Roche Vendée Handball, Liviu Burileanu, l'entraîneur de l'équipe féminine qui évolue en National 1. Bonsoir Liviu. Bonsoir Aurélien. Et à vos côtés, la capitaine de l'équipe, Auria Glocus. Bonsoir Auria. Bonsoir Aurélien. On aurait dû parler avec vous ce soir du match face à Miganos, match qui devait avoir lieu samedi soir donc pour la reprise après la trêve. Match malheureusement reporté, Mickaël, comme beaucoup de rencontres sportives malheureusement ces derniers jours en raison de cas de Covid dans l'équipe de Mios. C'est ça, le public lyonnais là, qui avait été sevré de handball depuis un mois et demi. Le dernier match date de fin novembre déjà, pour cause de championnat du monde féminin. Donc voilà, on attendait vraiment ce choc. C'était le choc de la journée entre les poursuivants de Pessac, on va dire. Quatrième contre le deuxième. Voilà, le quatrième contre le deuxième. Et puis, patatras, jeudi soir, petit SMS de Liviu qui nous annonce que le match est reporté parce qu'à Mios, là-bas, il y avait des cas de Covid. 4 cas de Covid. Pour nous aussi, c'était pas facile, parce qu'on commence la semaine bien. On était plutôt bien parti et puis tout s'écroule pour cette semaine en espérant qu'on va continuer à jouer à partir de la semaine prochaine. Alors ça doit être très très frustrant, j'imagine. On a été un mois et demi sans jouer. Déjà la trêve a été longue, même si on a regardé un peu les copines jouer au championnat du monde. C'est ça. Les deux copines lyonnaises. Et puis le jeudi on apprend qu'on joue pas, alors qu'on s'est préparé en plus à un gros choc. C'est ça. Ça doit être très frustrant, j'imagine. Surtout que tout le mois de décembre, on a fait de la prépa, on commence à retoucher la balle en janvier, on commence à prendre plaisir, ça commence à se former bien, et du coup, là, au dernier moment, on apprend qu'on joue pas. Donc ça c'est décevant un petit peu, mais bon, c'est le jeu. Alors surtout qu'on dit évidemment pour qu'il y ait un choc, c'est parce que aussi vous aviez fait un très gros début de saison. D'ailleurs, vous n'étiez pas caché en début de saison. Le club de La Roche, notamment par votre voix, avait annoncé dès le début de saison qu'il allait jouer les premiers rôles, avec même un objectif peut-être de monter encore une marche supplémentaire dans les quelques années à venir. Donc voilà, vous n'êtes pas caché et au moins vous êtes dans les clous, on va dire, là, quasiment à la mi-saison. Oui. Enfin, on n'a pas caché que cette année, on voulait jouer le haut de tableau. On commence un peu mal la saison, dû au fait, pareil, on parlait tout à l'heure des mêmes virus de l'année dernière. On commence assez mal. Après, on se met sur une série de 7-8 victoires qui nous font justement du bien. Et ça nous montre qu'on est sur la bonne voie, qu'on a quelque chose à jouer, et ça montre que le groupe qu'on a aujourd'hui, il peut aller chercher quelque chose dans les années à venir. Ouais. Alors, vous avez perdu donc 3 matchs cette saison pour le moment, pour 8 victoires. Vous avez perdu à Borde contre Pessac, donc le leader invaincu, et donc à Chambray. Est-ce que finalement, la 4e quasiment à mi-parcours, est-ce que vous considérez que vous êtes vraiment à votre place, même si vous avez à peine vu tout le monde, on va dire ? Je pense que oui, on peut dire qu'on est à notre place. Si on est là, c'est pas par hasard. Je pense qu'on aurait pu être un petit peu au-dessus si on faisait plus attention notamment à Chambray et à Borde. Pessac, je pense que c'était difficile, c'est une bonne équipe, c'était difficile à aborder chez nous. Mais pour l'instant, on est la seule équipe qui nous a posé de problème. Parce que vous perdez que de 2 buts. Ouais. Donc je pense qu'avec un petit peu plus d'attention, mais on ne va pas cracher dans la soupe. On est plutôt bien parce que ça aurait pu basculer dans l'autre sens aussi. On gagne quelques matchs d'un but. Donc non, on est plutôt bien. Ça va être quoi, vous, Auria, dans l'effectif, dans le groupe, là, vous êtes donc la capitaine de l'équipe, ça va être quoi les leviers de motivation pour cette deuxième phase ? Ça va être faire tomber celles qui vous ont battu déjà, sur les matchs allés. Ce serait bien. Parce que Pessac va être dur à aller chercher quand même, concrètement. Oui, et puis, il y aura un match retour quand même en Gironde. Donc il y aura ce match-là aussi, pourquoi pas aller faire le petit caillou dans la chaussure, quoi. C'est ça. Après, oui, pour Pessac, ça va être certes plus compliqué, mais ce qui est bien, c'est que nous, on n'aura rien à perdre, alors contrairement à elles, qui auront tout à gagner. Donc on va y aller, et je pense que c'est ce qui peut faire la surprise. Et je pense qu'on en est capable. On l'a prouvé aussi en montrant qu'on a perdu que de 2 buts d'écart, et encore, c'est pas notre meilleure attaque à ce moment. Et on recommence à marquer des buts, donc je pense que on peut faire la surprise là-bas, ce serait intéressant. Et chercher le challenge. On va regarder le classement justement de cette poule 1 de National 1 féminine. Alors sachant que seulement 2 matchs ont pu se jouer ce week-end avec la large victoire de Mérignac face à Morinx 30-16. Morinx, votre prochain adversaire, normalement le week-end prochain
en déplacement. Et puis un match nul entre Bruyères et Angoulême, 25 partout. Voilà, sinon tous les autres matchs sont reportés, donc pas de changement en tête du classement puisque les 4 premières équipes n'ont pas joué. Et donc ce match nul d'Angoulême laisse Angoulême, alors maintenant à égalité de points avec vous, mais vous êtes toujours à 1 point de Côte-Basse que vous avez battu, 2 points de Mios que vous deviez affronter ce week-end, et puis Pessac, on l'a dit, largement en tête. Bon, même si on peut pas faire l'émission là-dessus, parce que on en parle déjà assez, mais pour revenir sur ces cas de Covid qui empêchent les matchs, aujourd'hui c'est quoi la règle pour qu'un match soit reporté en handball? La semaine dernière, la fédération nous a envoyé un texte en disant 3 cas Covid positifs. Dans une équipe, 3 cas Dans Covid, une équipe, ouais. Le match peut Après, peut être les reporté. cas contacts ne font pas foi, mais 3 cas positifs, on peut reporter le match. Ouais. Oui, parce que du coup, votre équipe réserve qui est en National 3 n'a pas joué non plus, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, d'accord. Donc pour le coup, par contre, l'équipe des Herbiers donc, a, elle, relancé sa saison. Hein. Et donc les filles des Herbiers se sont imposées à Orléans 28-26. Donc voilà, on va voir aussi comment que ça va se passer à ce niveau-là. Sachant qu'elle, c'est un peu différent, parce qu'il y a une deuxième phase là, qui vient de redémarrer avec la moitié de la poule qu'elles n'avaient pas joué hein, donc avant les fêtes. Donc voilà, on va voir un peu comment que ça va aussi se développer de ce côté-là. Allez, on reparlera handball dans quelques instants, mais on va faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité sportive, avec notamment du sport automobile et le rallye Dakar en Arabie Saoudite. C'est le début de la 2e semaine du Dakar, 8e étape aujourd'hui. Et le pilote vendéen que vous voyez à l'image, Ronan Chabot, associé à Gilles Pilot sur Toyota Overdrive, a terminé 19e de cette 8e étape aujourd'hui à 21 minutes 32 secondes du vainqueur, le Suédois Mathias Ekström. Au classement général, Ronan Chabot et Gilles Pilot sont 25e à 5h16 du leader Nasser Al-Attiyah. Il reste 4 étapes sur ce Dakar qui s'achèvera vendredi. Parmi les résultats du week-end, à noter en football, lors d'un match en retard de la 14e journée de National 2, la défaite des Herbiers sur le terrain du leader Bergerac 1-0. Le VHF qui est 13e au classement. En ring hockey en National 1 Élite, le match nul du Poiré survit à domicile face à Dinan-Kéver 3 partout. Le Poiré est 6e au classement. Victoire de la Vendéenne à Mérignac 4-2, les Lyonnais sont 5e au classement et on aura un derby la Vendéenne Le Poiré lors de la prochaine journée le 22 janvier. Il y avait du basket également du côté de Chaland samedi soir en National 1 masculine, la 17e journée et la victoire des Chalandais face à La Rochelle 85-78. C'est la 5e victoire de la saison du VCB qui met fin à une série de 4 défaites. C'était le premier match à la salle Michel Vrignot pour le nouveau coach Joachim Duté. C'était également le retour de blessure de Jordan Barham que vous voyez à l'image, le joueur américain qui a fait beaucoup de bien samedi soir à l'équipe de Chaland, mais on a vu une très belle équipe chalandaise. À noter également la défaite des Sables d'Olonne du côté de Poitiers 76-64. En hockey sur glace, eh bien, le sans faute continue pour le Hogli. L'équipe de La Roche-sur-Yon, 9 victoires en 9 matchs pour les Lyonnais qui ont battu Orléans samedi soir 6-4. Le Hogli qui a été accroché tout au long de la rencontre. 3 partout à l'issue du deuxième tiers-temps, 4 partout à moins de 2 minutes de la fin. Mais grâce à 2 buts coup sur coup, le Hogli a pu arracher la victoire et conforter donc sa première place au classement. Quelques images de cyclocross puisque les championnats de France avaient lieu ce week-end avec la course élite homme ce dimanche à Liévin, un très beau championnat de France et une course élite homme animée entre autres par les coureurs du team Total Energy avec Fabien Doubet qui a longtemps fait la course en tête et qui termine 3e. Petite déception en revanche pour le Vendéen Valentin Guillot, 9e de ce championnat de France. Il avait terminé 4e l'an passé. C'est Joshua Dubo qui a remporté le titre. En athlétisme, c'était le rendez-vous traditionnel de début d'année, le cross départemental ce dimanche au Terre Noire à La Roche-sur-Yon. Plusieurs absents parmi les favoris, tant chez les femmes que chez les hommes, mais le spectacle et le niveau étaient au rendez-vous. Chez les femmes, c'est une victoire d'Agathe Violo de l'Athlé Bocage Vendée. Elle devance Virginie Barbier de l'Athlé Sud Vendée et Valérie Dupouet de Ouest Vendée Athlétisme. Et puis chez les hommes, course remportée par Anthony Guillard de l'ABV devant Nicolas Pelletan de l'ASV et Fabien Billot, lui aussi à l'Athlé Bocage Vendée. A noter que Ouest Vendée Athlétisme a remporté le championnat départemental par équipe chez les hommes et chez les femmes. Et puis il y avait du tir sportif aux Herbiers ce week-end avec le championnat régional de 10 mètres indoor. C'était au Parc Expo. 261 tireurs présents pour tenter de se qualifier au championnat de France qui aura lieu à Besançon. Plusieurs disciplines représentées. Pistolet et carabine de précision, pistolet de vitesse, de l'arbalète match ou encore du paratir pour les tireurs
tireurs handicapés. Tous les résultats, les classements et les images de ce qui s'est passé ce week-end sur les terrains de sport, vous pouvez le retrouver dans l'émission 85 chrono le terrain sur notre site tvvendée.fr. Michael, vous en avez parlé brièvement il y a quelques instants, mais on va en reparler en voyant le classement. La Nationale 3 féminine de handball, vous l'avez dit, l'équipe de La Roche n'a pas pu jouer. Le match aura lieu le 29 janvier. Le match à Conneré-Vibray. En revanche, victoire des Herbiers à Orléans. C'est ça. Et le leader, la Mamers, lui aussi caracole en tête de ce pool-là. Mais vu que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des demi-poules, ils ne se sont pas frottés encore ni à La Roche ni aux Herbiers. Donc on attend aussi la prestation de nos deux équipes vendéennes sur ces 4 rencontres-là pour peut-être faire tomber le leader et brouiller un peu les cartes de ce haut de tableau. Allez, on revient à cette équipe de La Roche en National 1 féminine. Pour en terminer avec ce Covid, après on n'en parle plus, promis. J'imagine que ça perturbe forcément l'organisation, les entraînements. Comment ça se passe pour vous, Olivier, avec votre groupe ? Le mot d'ordre, il est adaptation. On s'adapte, de toute façon, on adapte nos semaines. Maintenant, il va falloir qu'on soit attentif et puis qu'on ait les infos assez tôt. On adapte tout ce qu'on peut en début de semaine et puis on attend que ça se passe pour la fin de semaine. Et puis, on fait un peu de physique, on fait beaucoup de ballons parce que ça nous a manqué et donc du coup il faut qu'on reste dans la dynamique dans laquelle on avait continué au mois de novembre et qu'on essaye justement de garder les pieds sur terre. Si jamais ça se reporte un match, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on continue à nous préparer pour la suite. Alors donc vous aviez, on en a parlé brièvement tout à l'heure, vous aviez vos 2 internationales africaines qui étaient parties au championnat du monde en Espagne, donc Bertha Biambacon et donc Amal Amrouni. Comment on vit ça en tant qu'entraîneur et en tant que joueuse et copine ? Est-ce qu'on regarde ça d'un œil très très particulier ? Bon, sachant que voilà, on va sans faire offense, ça reste des nations mineures sur la planète handball, on va dire quand même. Comment est-ce que vous avez vécu ça, ce championnat du monde à distance là ? Moi j'avais gardé les matchs plutôt importants pour elle, et notamment Amal contre le Congo où ils avaient la chance de finir 3e et sortir des poules principales et malheureusement pour la Tunisie elles sont passées à côté. Et j'ai vu justement certaines choses où j'essaie toujours de marteler le fait de ne pas partir en dribble, de jouer un mouvement, et puis je me suis rendu compte que c'est une culture. C'est la culture tunisienne en fait. Voilà. Donc, non, c'est plutôt agréable, et puis je pense que pour elle, à vivre ça, c'est quelque chose de bonifiant, pour le club aussi. Et pour nous, en tant que collègues, entraîneurs, c'est sûr que c'est bonifiant. Et est-ce que vous restez en contact avec elles, ou alors elles sont vraiment dans une bulle sanitaire déjà, et en plus une bulle de communication où finalement elles restent complètement entre elles pendant cette période-là ? Non, on a pu discuter en fait avec elles justement. On leur disait que on avait vu le match, ou bon courage, des choses comme ça, on prenait des nouvelles. Et je suis surtout très proche aussi d'Amal, et du coup ce qu'elle a vécu, elle disait que c'était juste magnifique pour elle, et du coup c'était une fierté aussi pour nous de voir nos copines dès que Berthe faisait un arrêt, on se dit ouais c'est intéressant, puis mine de rien comme il disait aussi, ça me fait parler un petit peu de nous quoi. Même aussi loin, c'est intéressant. Alors c'est sûr, c'est valorisant, c'est toujours bien d'avoir des expériences internationales, sauf que vous, ça vous a quand même handicapé pour ce dernier match au mois de novembre à Chambray. Ouais. Ça nous a handicapé, c'est sûr, hein, ces 2 pièces assez importantes dans notre engrenage, mais le match, je pense qu'on l'a perdu ailleurs, c'est pas forcément lié à ça, même si on peut avoir un petit peu du mal à comprendre la décision de faire encore un match de plus en fin de novembre, alors que tous les autres niveaux, même la Nationale 2, ils ne jouaient pas ce week-end-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit danger aussi quand même à avoir 2 joueuses comme ça qui partent faire le mondial ? Alors quand je parle de danger, c'est l'occasion pour elle de se mettre en lumière. On a vu Gauthier Mvumbi, par exemple, le Congolais, changer de dimension suite au dernier championnat du monde. Est-ce que vous avez pas aussi cette petite peur-là, que finalement elle ne revienne pas, qu'elle soit prise par une équipe de D2 ou enfin voilà. C'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, tant mieux pour elle, tant mieux pour nous aussi, parce que finalement, on peut servir comme des tremplins pour d'autres joueuses. Et puis, je suppose que si elles voient que ça progresse à La Roche et qu'elles peuvent rebondir sur d'autres niveaux, elles vont venir avec plus de facilité.
Alors, on va aussi profiter de nos deux invités là, de ce soir pour faire un petit retour en arrière et prendre des nouvelles d'Enola Grelier, qu'on a quitté donc il y a déjà 5 ans, 2016. Et puis quand on parlait de tremplin, c'était le cas quand aussi. on parlait de tremplin, voilà, c'est ça. Pour elle. Et donc Enola Grelier, donc, qui a été partie à Mérignac, centre de formation, qui a joué même en D1 après l'année dernière, qui était encore en D1 l'année dernière, et qui a décidé de mettre encore plus le cap vers le sud. Elle est rendue vraiment chercher le soleil, là, à Nîmes, du côté de Bouillargues-Nîmes, c'est ça. Donc voilà, quels sont les contacts encore que vous avez avec elle? Est-ce que vous suivez son parcours? Est-ce que c'est une fierté d'avoir cette joueuse lyonnaise qui est un pur produit lyonnais qui réussit au niveau professionnel? Oui, certes, c'est une grande fierté, parce que souvent, maintenant on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller jusqu'à Ougargue, mais on allait souvent avec des copines l'avoir joué en fait sur Mérignac. Et effectivement, c'est une fierté de la voir s'épanouir et de la voir, dès qu'elle marquait un but, c'est la joie totale, quoi. Donc ça fait plaisir et elle grandit et de plus en plus, et même dans le jeu. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à voir, on la voit évoluer. Avant, elle était toute jeune, elle a commencé avec nous, elle avait à peine 16 ans. C'était le petit bébé, maintenant c'est plus trop le petit bébé, mais un petit peu quand même. Mais on la voit s'épanouir et c'est ce qui est important en fait. Alors à l'instar d'un Lucien Offray qui avait décidé lui aussi de baisser d'une division à partir du H pour aller à Strasbourg, donc elle est donc partie à Nîmes en D2, avec une belle réussite. Avant les fêtes, les 3 derniers matchs, c'était la meilleure buteuse de l'équipe de Nîmes. Nîmes est donc 6e actuellement de la 2e division, juste pour recadrer un peu le truc. Et donc, elle avait marqué 6 buts sur les 3 derniers matchs. Et là, ce week-end, elle n'était pas présente au match. Est-ce que vous savez pourquoi elle jouait? Juste pour une petite info Peut-être pas à moi de faire passer l'info. D'accord, c'est une raison qu'on peut pas donner. Après, elle revenait juste aussi, il faut savoir qu'elle a été blessée aussi pendant les vacances. Donc, elle se remet juste dedans aussi, il faut dire. Ok. Alors, entre la N1, Livio et la D2, il n'y a qu'une marche. On a déjà vu Julie Soulard revenir du monde professionnel à La Roche. Est-ce qu'un jour, on a une chance? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que c'est juste impossible aujourd'hui de revoir Enola avec le maillot rouge de La Roche sur le dos? Je pense que oui. Elle n'est pas fermée à faire des pas, même, mais ça dépend où est-ce qu'on est nous et de l'envie de club, est-ce qu'on peut offrir. Par exemple, là, quand elle est partie de Mérignac, on a eu une bonne discussion de 2 heures, je pense, avant qu'elle signe à Bouillargues, pour justement voir est-ce que c'est mieux de rester à Mérignac ou partir là-bas, gagner du temps de jeu, se projeter un peu, même si c'est un pas en arrière. C'est justement peut-être 2 en avant dans 1 an ou 2. Donc c'est plutôt, elle dit pas non, on n'est pas non plus à aller la chercher en ce moment-là, parce que je pense que si elle vient à La Roche en ce moment, c'est plutôt encore un pas en arrière pour elle et ça va pas être bénéfique. Pour le club non plus, parce que c'est pas le genre de joueuse maintenant qu'on en a besoin. C'est plutôt dans 2-3 ans si on arrive là où on veut arriver. Et puis, comme il disait, je la connais depuis qu'elle était petite. Et, je sais pas que c'est mon enfant, d'ailleurs, je fais un petit coucou à mes enfants, mais c'est un produit, je pense, qui restera dans le cœur comme les autres filles, d'ailleurs. Les sœurs Soulard, les Racinou, il y a maintenant Duval... Oubliez le prénom. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Donc il y a d'autres produits, d'autres produits qui ont été sortis de La Roche et qui vont justement faire notre fierté dans le monde du handball national. Eh ben, on n'a qu'à se dire dans 2 ans, La Roche en D2 avec Enola Grelier qui fera son retour. Ça sera très bien. En tout cas, le prochain match c'est à Mourinx samedi. Il y aura un déplacement à Mérignac le 22 et donc éventuellement ce match face à Mios qui pourrait avoir lieu le 29. C'est pas encore officiel, mais c'est une date de libre en tout cas. Donc ça sera peut-être cette date-là. Merci beaucoup Livio et Auria d'être venus sur le plateau de 85 chrono. Merci Mickaël. Merci. À bientôt. Premier match qu'on commande qui a pas lieu quand même. Voilà, tout à fait. C'est une première. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous jeudi pour 85 chrono l'agenda. Très bonne soirée à tous.